Ce qui fait la valeur de cette rencontre autour de Michel Pacha, c'est la dimension patrimoniale. Le film de messieurs Guy Fournier, Patrice Lardot et Yvon Ledunf et le livre d'Yves Stalloni montre et raconte la vie extraordinaire d'un Sanarien né et inhumé dans sa ville. Au-delà de cette aventure individuelle, l'activité visionnaire, je dis bien visionnaire, d'un maire inoubliable montre un village qui se transforme en station touristique et en ville moderne. Tout prend une valeur inestimable grâce à l'activité de ce magicien. Sanary sort de l'enfermement d'un passé qui l'empêchait de vivre sa vocation propre. Michel Pacha a été, je reprends les termes de mon confrère Yves Stalloni, l'homme des phares pour l'Empire ottoman. Il a été porteur de lumière, je reprends encore des termes utilisés par Guy Fournier, il a été porteur de lumière dans sa propre patrie. Cela signifie qu'il a enrichi le patrimoine de son pays. Évidemment, ce qui frappe les esprits, c'est son regard sur l'Orient et vers l'Orient. Il fut de ceux qui pensaient qu'il faut garder le contact avec l'Orient. C'est lui, avec son intelligence et son énergie, qui a construit une route sûre pour les bateaux qui vont vers ces pays lointains, pour l'époque. Le Sanarien a été honoré par le sultan Abdülmecid, puis par son frère Abdulaziz, puisqu'il porte le titre de Pacha, mais il est resté fidèle à son pays et il n'a jamais abandonné ni Sanary, ni la France. Savait-il que l'Empire ottoman deviendrait dans l'histoire le pays du premier génocide, celui qui frappa les Arméniens? Ce génocide que Franz Werfel, dont vous verrez la maison tout à l'heure, dans la montée de Notre-Dame de Pitié, non pas sa maison propre, mais la maison qu'il a occupée pendant le règne de Hitler, a dénoncé dans son livre intitulé « Les 40 jours de Musa Dag ». Michel Pacha avait assez de maturité politique pour conduire des grands travaux et rester libre de sa pensée personnelle. Pacha, il fut fait par un sultan, mais il accepta aussi d'être nommé comte de Pierdon par des voies uniquement chrétiennes. C'est effectivement un sultan de Constantinople qui se déclarait favorable en 1895 à une solution finale dans l'affaire des chrétiens arméniens. De même, Michel Pacha entretenait une relation de confiance avec Napoléon III et il était, comme lui, dans la sphère des Saint-Simoniens, mais il ne cacha jamais son admiration pour Victor Hugo et c'est lui qui géra sa fortune durant le temps de l'exil. Hugo, l'opposant majeur des Républicains qui a exprimé mieux que tous son hostilité à Napoléon le Petit. Cet équilibre, cette énergie font qu'aujourd'hui encore, grâce à des exercices de mémoire comme celui d'aujourd'hui, le souvenir de Blaise Marius Michel est présent dans le cœur de ses amis, parfois venus de loin, parfois installés dans Sanary depuis toujours. Pour le patrimoine de Sanary, il fut un homme exemplaire. C'est ce que vous constaterez lors de la déambulation qui sera conduite par Yves Stalloni, mais pour le moment, nous avons quelques minutes et je vous demande de bien vouloir m'aider par vos questions à Yves Stalloni au sujet de son livre « Pourquoi a-t-il écrit un roman ?» Un roman biographique. Voilà la première question. La réponse est apportée par le film de Guy Fournier et de ses collaborateurs,
À un moment, tu dis, il existe des zones d'ombre dans la vie de Michel Pacha, même si ta recherche le prouve, les documents sont nombreux, abondants, documents administratifs, documents militaires, documents personnels. Il y a des choses qui vous manquent, comme dans toutes les vies humaines, y compris des personnages les plus célèbres. Tu parlais de Victor Hugo. Sur Victor Hugo, il y a des biographies merveilleuses qui ont été écrites, mais elles sont incomplètes. Et sur Marius Michel, il nous manque des choses, il nous manque des moments. Et ces moments méritent peut-être d'être comblés pour créer une unité, pour créer une vérité qui se nourrit de la fiction, mais qui se rapproche sans doute d'une vérité. C'est un peu ce qui se passe dans une tendance actuelle, qui est la tendance du cinéma, la tendance d'une certaine littérature, qui est de prendre des personnages et d'essayer de leur donner une chair, une vie. Je pense à un très récent livre qui s'appelle Edmond, sur le personnage marseillais auquel vous pensez, que vous avez reconnu, et qui a un grand succès, parce que c'est une manière de donner vie à un personnage. Alors, avant ce roman, il y a eu bien d'autres personnages qui ont, comme ça, été l'objet d'une entreprise littéraire où, de temps en temps, la fiction vient relayer la réalité, tout en respectant les règles. Et ce que peut montrer une image, qui est divertissante, tout en étant enrichissante et didactique, une simple biographie serait peut-être un peu sèche. Après tout, pourquoi pas? Oui, on peut retrouver une chronologie, une succession de dates, vous en retrouverez, nous en avons établi quelques-unes d'ailleurs pour cette circonstance, mais pour avoir la dimension d'un personnage, il est peut-être nécessaire de lui donner une épaisseur, une dimension humaine, d'autant que, vous l'avez vu, et le film le montre assez bien entendu le livre le reprend, il y a dans cette vie de très belles réalisations, des succès extraordinaires, et puis il y a des drames, des malheurs, des circonstances fâcheuses. Parfois ce ne sont pas des drames, mais par exemple l'affaire des pêcheries, de la petite querelle entre Sifour et Sanary sur les prud'hommes de pêche, qui amène la démission avec la lettre que tu cites, que je cite aussi, que nous citons. Tout cela fait qu'il y a des troubles dans une vie. Et c'est un peu ça qui nous intéresse, et donner envie de dérouler cette existence, c'est un peu l'objectif que je me suis fixé. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean, ma réponse est peut-être un peu longue. Voilà, en tout cas, le but et l'objet. Et je crois que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà lu le livre. À eux de dire si ça remplit l'objectif ou si ça ne le remplit pas. Alors, les questions viennent de vous, mesdames et messieurs. Cette réunion est faite autour du patrimoine de Sanary, essentiellement, puisque nous sommes à Sanary. Et ce que nous pourrions demander c'est d'abord prioritairement, si vous permettez, puisqu'il s'agit du livre, nous pourrions demander à Yves Stalloni qu'est-ce qui est le plus remarquable dans Sanary, et qu'est-ce qui peut, en quelque sorte, laisser imaginer, puisqu'il s'agit d'un roman, mais il l'a défini de manière très personnelle, ce roman, qu'est-ce qui peut donner de la valeur au patrimoine de Sanary dans les réalisations qui restent encore et que nous allons voir en suivant Yves dans sa déambulation et en écoutant ce qu'il nous dira. Qu'est-ce qui peut nous marquer en priorité, s'il te plaît? Alors, les réalisations sont multiples, elles sont présentées pour certaines dans le film, pas toutes, d'autres sont évoquées dans le roman. Alors, le but n'est pas de faire un recensement exhaustif. Alors je crois que ce qui est spectaculaire, par exemple, ce sont ces deux fontaines qui me paraissent très, très marquantes, parce que ce sont les deux extrémités, est et ouest de la cité, qui encadrent le port, avec les deux valeurs économiques de cette ville, et je parle sous l'autorité de M. le maire, qui ne me démentira peut-être pas, à la fois la tradition maritime, la mer, la pêche, tout ce que ça a été, maintenant peut-être le nautisme, le tourisme, et puis la vocation agricole. N'oublions pas que Sanary est ouverte sur des plaines riches, fécondes, fertiles, où on a eu beaucoup de choses. Donc, moi, je trouve que ces deux fontaines, qui ont
coûté de l'argent, qui ont été faites dans des conditions particulièrement recherchées, sont assez symptomatiques. Ensuite, moi je suis très sensible à la maison de maître qui se trouve maintenant sur ce qu'on appelle la montée courbée ou l'allée courbée. Cette belle maison qui est devenue même un temps la Fondation Amélie, qui est devenue maintenant une maison d'habitation privée de son fronton à Saint-Vincent-de-Paul, il n'y a plus tellement de raisons, mais cette maison a beaucoup de charme. On le voyait encore dans les belles images que tu nous as données, Guy. La maison est une belle réalisation qui est digne des grandes bâtisses des cités italiennes, avec beaucoup de panache, de richesse. J'y ai même mis un épisode qui n'est pas tout à fait en conformité avec la réalité, notamment c'est la rencontre de la petite Amélie et du maçon italien. Il m'a semblé que c'était plus intéressant de le mettre là, alors que ça s'est probablement passé à Marseille plutôt. Mais c'est parce que cet endroit me paraît être un endroit important. Alors en revanche, je ne retiens pas trop l'église, qui n'est peut-être pas la plus grande réussite des entreprises, mais il y aurait un mot aussi sur le mausolée. Le mausolée de Paul Page, tel qu'il se voit dans le cimetière, enfin, on dit, je ne sais pas si on dit l'ancien cimetière ou le vieux cimetière, parce que je crois qu'il y en a un nouveau, le cimetière traditionnel, le cimetière historique de Sanary, avec cette tourelle qui dépasse de la rue et que l'on voit et que l'on distingue et que l'on reconnaît, ce mausolée, là aussi un peu majestueux, peut-être même un petit peu prétentieux, mais il y avait sans doute dans ce personnage qui incarne une réussite sociale exceptionnelle, il y avait sans doute un peu de mégalomanie et parfois un peu de vanité, on peut le comprendre et l'expliquer, mais cet endroit est un endroit qui inspire le respect et qui donne toute la dimension de cette grandeur acquise au fil du temps, cette espèce d'ascension sociale, qui traduit bien dans le film, en 3 générations, vous avez vu un peu le chemin parcouru. Bon, les descendants actuels sont toujours des descendants qui portent les titres héréditaires et qui continuent à avoir parfois des retombées financières liées à la richesse de la famille. Voilà peut-être les éléments que je mentionnerai. Alors après, il y a des choses plus obscures. Bon, le lavoir, mais le lavoir depuis a été un petit peu modifié. Le pont sur la Rèpe, il est tout à fait la même chose. Le môle avec le feu, mais le feu a été refait depuis. Donc, si vous voulez, si tu veux, les choses authentiques qui sont restées en état sont celles-là. Et puis, il y a peut-être un lieu, et c'est le lieu, ceux qui nous feront l'amitié de continuer à nous promener dans Sanary autour d'une lecture, il y a un lieu qui n'est pas le résultat du travail de Michel Pacha, mais qui me paraît être un lieu originel, un lieu de naissance, c'est la chapelle Notre-Dame de Pitié, qui, à mon sens, résume assez bien, ou prépare assez bien tout ce qu'il était, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a été. Il y a, on prétend, enfin, dans les lectures que j'ai lues, Guy, tu me confirmes ou tu m'infirmes, hein, dans les recherches qu'on peut faire, on prétend qu'un de ses ancêtres a été lui-même, un Michel a été lui-même un gardien, parce que en même temps, c'était aussi une vigie, c'était aussi une surveillance, il n'y avait pas de phare, mais c'était déjà quelque chose. Et alors cette petite chapelle, placée sur une colline où il n'y avait rien, vous avez vu la différence, hein, c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui, c'était déjà un lieu, un peu un amer, quelque chose qui permettait aux navires de se retrouver ou d'éviter d'aller vers les Ambiers ou le Rouvreau et de pouvoir trouver le chemin du port ou le chemin de Toulon s'ils allaient vers Toulon ou de Cassis s'ils allaient dans la région de l'Ouest. Donc il y a cette petite chapelle qu'il n'a pas fait construire bien sûr, mais qui n'a pas beaucoup changé, même si l'environnement lui est totalement modifié. Voilà peut-être les lieux emblématiques pour répondre à tes questions, mon cher Jean. Mesdames et messieurs, une dernière question à cause du temps qui nous pousse vers la sortie. Une dernière question, si vous permettez, aux deux conférenciers, à Guy Fournier et à Yves Stalloni. Dans une conversation privée avec Guy Fournier, je disais quelle est la différence, je demandais quelle est la différence véritable entre le livre et le film, parce que le sujet est le même. Et
Guy Fournier m'a donné un exemple. Il m'a dit par exemple, dans le film que nous allons voir, il n'y a aucune mention de Fatmé. Tandis que dans le livre de Yves Stalloni, qui est d'une richesse littéraire que je me plais à saluer, il y a effectivement une très belle histoire d'amour, et Catherine, dont il a parlé, dont il a été question dans le film, Catherine semble avoir été non pas la fille d'un couple qui se serait formé à oui, légitime, mais dans tous les cas, cette Catherine est venue à Marseille, et je voudrais que, pour finir, sur quelque chose qui est quand même une belle histoire d'amour, au sens très général du terme, Yves Stalloni répond à cette question, pourquoi il a mis dans son livre l'histoire de Fatmé que Guy Fournier a, au contraire, évacuée. Alors, Guy, avec qui nous avons collaboré, qui m'a sollicité, avec qui nous avons beaucoup échangé, je lui dis qu'il a fait un travail de chercheur, il a fait un travail de documentaliste, et il ne peut pas se permettre, et je respecte totalement ton travail, il ne peut pas se permettre, dans un travail de ce genre, d'aller dans des directions, que ce soit des directions liées à l'imaginaire. Je ne suis pas tenu. Le romancier, l'écrivain, a pratiquement tous les droits, sauf celui d'aller diffamer ou attaquer ou propager des idées malhonnêtes ou fausses. Là, en l'occurrence, il me semble que, quand j'ai dit tout à l'heure que je voulais redonner vie et chair à ce personnage, il me semble que la manière de donner vie et chair à un personnage, masculin en l'occurrence, mais on pourrait échanger les rôles, c'est d'essayer d'entrer un peu dans sa vie intime. Si on se contente de montrer tous les succès, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, nous avons vu les succès personnels, les succès d'argent, les succès d'honneur, toutes les décorations qu'il a obtenues, bon, le personnage finalement, il nous paraît très distant. En revanche, voir qu'il a un cœur sous ses décorations, voir qu'il est capable d'avoir une sensibilité, parfois aussi un échec, parce que bon, cette aventure malheureusement tourne mal, parce que ça m'arrangeait aussi que ce soit comme ça, que ce soit effectif. Et en même temps, c'est parce que c'est une façon de l'inscrire dans une tradition littéraire. Bon, tu as gentiment souligné l'aspect littéraire, et je tiens absolument à ce qu'il y soit. Nous sommes dans la lignée de ce que fera un peu 20 ans après, 20-30 ans après, de ce que fera Pierre Loti, par exemple, ou Claude Farrère, ces écrivains orientalisants qui ont mis de l'exotisme, qui ont apporté de l'exotisme dans la littérature française et qui ont marqué les romans de la belle époque, qui vont se situer entre 1890 et 1914, ces romans qui ont marqué et en même temps qui constituent un peu toute une aventure coloniale, qui est un passé colonial. Marseille était la porte de l'Orient, et il y a ce passé colonial qui revient avec parfois, évidemment, des aventures. Un homme qui est loin de son foyer pendant 10 ans, pendant un temps, Marie-Louise Augustine a habité avec lui, puisque leur fille est née à Constantinople, mais très vite elle est rentrée à Marseille, et lui il était sur place, et puis sur place il peut y avoir la chair est faible, et en même temps il y a peut-être cette dimension. Il était marin. Et il était marin. Oui, il ne faut pas non plus. Donc, je pense, enfin, je ne suis pas sûr que j'ai eu raison. Je me suis entendu reprocher par une descendante de la famille d'avoir atteint à l'image d'intégrité et de dignité du personnage. Bon, j'assume, j'assume, mais en même temps, je revendique la nécessité de lui apporter cette dimension humaine, charnelle, presque physique. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les deux auteurs. Avant qu'on se sépare, je vais vous dévoiler un petit secret, c'est qu'avec mon ami Yves, mon ami Patrice Dardot, nous avons décidé de produire un nouveau film, dans l'esprit de celui que vous venez de voir. Et là, nous avons trouvé un sujet commun avec Yves, puisque Yves sort très prochainement
un nouveau roman sur la vie et l'œuvre du chanoine Gali. Eh bien, nous avons décidé de faire un film documentaire sur la vie et l'œuvre du chanoine Gali. Donc, l'objectif, c'est de faire appel à vous et à vos amis, parents et autres, qui avaient des souvenirs, des documents concernant le chanoine Gali. Prenez contact avec nous parce que nous avons besoin de donner de la chair à ce personnage. Et l'avantage, c'est que, comme il est décédé il y a un peu moins de 40 ans, il y a quand même pas mal d'entre vous qui l'ont connu, qui ont des souvenirs et qui ont des documents. Merci d'avance et à bientôt.